Bonjour à tous. On va attendre un petit peu comme d'habitude pour laisser les personnes qui sont un petit peu en retard à nous rejoindre. Nous avions, je crois, une cinquantaine ou 60 personnes inscrites. Donc, pour l'instant, nous n'avons que 20 participants, mais je pense que certains se sont inscrits pour avoir accès au replay. Peut-être que tout le monde n'arrivera pas à se libérer. A priori, mon ordinateur va m'obliger à redémarrer. Alors là, je vais peut-être fermer et vous retrouver. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Les aléas de l'informatique. Alors, toujours pas de micro qui nous dit des petits soucis. Vous nous entendez pas? Pas de micro disponible, mais nous vous entendons très bien. Ah, ok, oui, c'est normal que vous n'ayez pas de micro. En fait, c'est dans le format webinaire. Par contre, éventuellement, à la fin, s'il y a des questions, soit vous le marquerez dans les questions-réponses, dans le petit, au fil de l'eau. Et sinon, en levant la main, on devrait pouvoir vous ouvrir le micro si vraiment c'est pas simple de s'exprimer par le chat. Attends déjà que... Hervé revienne. Je vois qu'il a coupé sa caméra. Je ne sais pas s'il se reconnecte. Là, il a disparu, donc il va se reconnecter. Oui, on attend encore un. Il est en train de relancer Teams. D'accord, très bien. Dès qu'on récupère Hervé, on va pouvoir au moins commencer les présentations. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. On attend encore une petite minute qu'Hervé se reconnecte et puis on pourra démarrer. Il faut l'autoriser. Alors, on t'entend. Ah, voilà. Ça y est, c'est bon. Super. Ça y est. Voilà. Très bien, mais parfait. Alors,
je propose qu'on puisse au moins démarrer par les présentations. Puis de toute façon, il ne faut pas qu'on fasse perdre du temps à ceux qui étaient à l'heure. Donc, bonjour à tous. Vous avez devant vous l'équipe du CEPIAS, plus particulièrement dédiée à la prévention des infections associées aux soins dans le secteur de la ville. Et voilà. Donc, moi, je suis Cécile Mourlan, je suis pharmacien hygiéniste et responsable du CEPIAS. Et très prochainement, je vais être remplacée sur cette mission en ville par Béatrice Clarivet, qui, je pense, est avec nous, mais peut-être qu'elle n'a pas la possibilité de mettre sa webcam. Sinon, si tu peux, Béa, tu peux la mettre. Sinon, je vous laisse vous présenter. Vas-y, Hélène. Bon, ben, alors moi, je suis Hélène Bruguière et donc je suis infirmière sur le CEPIAS Occitanie. On travaille jusqu'à présent avec Cécile Mourlan et Hervé Vergne sur le secteur ville et je suis sur les sites de Montpellier. Voilà, et Hervé Vergne, donc cadre de santé, hygiéniste sur le CEPIAS, donc sur le site de Toulouse. Très bien. Tu peux peut-être faire le partage d'écran. Béatrice Oui. n'a pas les droits. Je ne sais pas si Caroline peut lui donner les droits. Béatrice, c'est bon normalement là. Hein. Ok, merci. Oui, c'est bon. Alors, Voilà, Merci, peut-être Caroline. Béatrice met ta webcam, comme ça, en même temps, il y aura le... Là, c'est bon normalement. C'est Ah oui, bon, comme ça, Béa, on te voit. partager. D'accord, très bien. Bon, Voilà, donc Béatrice qui reprendra le flambeau après mon départ à partir du mois de mars. C'est bon? Non, pour l'instant. Tu as coupé ton micro, Hélène, je ne sais pas pourquoi. Voilà, Ça arrive, oui, j'y ça arrive. suis. Est-ce que vous voyez la On voit première le page? fond d'écran, on ne voit pas Alors, le diaporama, tu n'es pas sur le bon écran, il faut que tu Oui, déplaces, c'est ça. Donc là, vous devez voir. Voilà. Est-ce que Très c'est bien. bon? Oui, Ok. parfait. Donc, voilà, c'est notre premier webinaire ville et qui sera sûrement pas le dernier, puisque nous avons la volonté de pouvoir assez régulièrement vous proposer des webinaires sur tout ce qui sera actualité par rapport à la prévention de risques infectieux en soins de ville. Il y avait déjà bien sûr des webinaires qui ont été faits, mais plutôt dans le cadre soit de l'HAD, soit dans le cadre de l'URPS IDEL. Et donc là, ce seront des webinaires directement pilotés par le CEPIAS sur lequel vous serez invité. Donc, tu peux passer la diapo. Ah, pardon, non, oui, on va traiter, pardon. En actualité, tu peux remettre la première diapo quand même. Donc, on a choisi de vous parler cette fois-ci des nouvelles recommandations concernant la prévention de la transmission respiratoire, qui est d'actualité avec le début des viroses hivernales. Puis, il y aura un point sur les pics et les midlines avec prolongateurs, avec les bonnes pratiques et les outils qu'on peut vous proposer pour vous aider dans la prise en charge de ces dispositifs invasifs. Et puis ensuite, juste un rapide point sur des supports qui vous ont déjà été proposés lors de la semaine mondiale de lutte contre l'antibiorésistance. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous aurez, le replay sera à disposition. Si vous avez besoin d'une attestation de connexion, vous pouvez nous la demander par mail. Et donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Voilà. Et donc, les supports vous seront ensuite à disposition, seront mis à disposition avec le replay sur notre site Internet, dans la rubrique animation, formation, puis visioconférence passée. Voilà. Donc, vous pourrez tout avoir et surtout partager éventuellement avec des collègues qui ne pourraient pas être connectés avec nous aujourd'hui. Donc, le CEPIAS, c'est la structure régionale d'appui et de conseil qui existe dans chaque région et qui a pour but effectivement de promouvoir la prévention du risque infectieux, et ce, dans les 3 secteurs de soins, que sont les établissements sanitaires, médico-sociaux, mais aussi le secteur ville. Et c'est vrai qu'on a plus de mal
à pouvoir vous toucher au niveau des professionnels libéraux. Et donc, ce format court à webinaire nous semble être, on va l'expérimenter en tout cas avec vous, un bon système pour vous faire connaître un petit peu les nouveautés. Donc, nos missions, c'est l'expertise et l'appui auprès de tous les professionnels de santé, la coordination et l'animation de réseau, donc on fait beaucoup de journées, et puis de groupes de travail, et puis d'information et de la formation des professionnels. On a une plaquette spécifique pour la ville qui peut vous permettre et vous aider à comprendre ce que l'on fait, notre site Internet, etc. Donc, nos actions, c'est effectivement la conception et la publication d'outils, l'animation de campagne et puis les formations notamment. Diapo suivante. Donc, où trouver nos outils? Vous avez là tous les outils qui sont à disposition sur notre site Internet. Donc, on a fait une rubrique soins de ville avec la petite flèche que vous voyez en violet, là, qui vous permet d'aller, plutôt que d'arpenter ou de vous perdre sur l'ensemble de notre site, de pouvoir aller voir les outils qui sont plus spécifiquement proposés pour la ville. Et donc, une fois cliqué sur soins de ville, vous aurez la petite boîte à outils que vous voyez sur la droite avec les outils de soins de ville. Et puis ensuite, ils sont classés par thématique. Donc, on essaye d'être le plus rapide possible pour que vous puissiez, le plus direct possible, parce que effectivement, vous n'avez pas toujours le temps de pouvoir naviguer sur nos sites. Vous avez nos coordonnées aussi. On est situé sur deux sites, le site de Toulouse et le site de Montpellier. Donc, vous avez nos numéros de téléphone et nos emails. Il ne faut surtout pas hésiter, puisque comme on vous l'a dit, on est en appui des professionnels de ville. Et donc, toutes vos questions peuvent nous être posées et nous y répondrons le plus rapidement possible. Diapo suivante. Voilà, donc on va commencer par ces nouvelles recos sur la transmission par voie respiratoire qui date maintenant, vous êtes dans plus d'un an, d'octobre 2024. Et donc, il était important de pouvoir voir quelles applications pouvaient vous concerner. Donc, diapo suivante. Donc, voilà le concept que l'on avait jusqu'à présent, c'était qu'on avait deux types selon la taille des particules, on pouvait distinguer tout ce qui était supérieur à 5 microns et qui se déposait rapidement et qui correspondait donc à ce que l'on appelait la transmission par voie gouttelette, et donc on mettait en place des précautions gouttelettes, ou alors des plus petites particules inférieures à 5 microns qui, elles, restaient en suspension, et donc on parlait de précaution R. Et donc on avait du coup deux types de masques différents et deux risques différents selon si on était le type de micro-organisme et la taille de ces particules respiratoires, donc gouttelettes ou air, donc le masque médical pour les transmissions gouttelettes et le masque FFP2, l'appareil de protection respiratoire pour tout ce qui était air. Diapo suivante. Mais le Covid est arrivé entre-temps et donc ce qu'on sait maintenant, c'est qu'en fait, ce schéma un peu simpliste n'est pas la réalité et qu'on a en fait un continuum qui va dépendre et qui va, selon effectivement la taille des particules, mais aussi la température, l'hygrométrie et la ventilation, et bien on va avoir possiblement une désagrégation des particules respiratoires ou au contraire un transport et donc qui va pouvoir être inhalé par le patient. Et donc finalement, ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas les micro-organismes qui nécessitent des précautions gouttelettes et un masque médical et celles qui recommandent des précautions R et donc le recours au masque FFP2. Diapo suivante. Du coup, on a une approche qui va être beaucoup plus adaptée au risque, en prenant trois paramètres qui interviennent. Donc, la qualité de la ventilation, le pathogène, on a quand même
pas les mêmes risques en fonction des pathogènes. Et puis, quand même aussi, la nature de l'exposition. Diapo suivante. Donc, pour le premier item, hein, qui est donc la qualité de la ventilation, comment on peut évaluer ce niveau de risque? Ben, en fait, on va mesurer le taux de CO2 dans une chambre, dans le local occupé. Et on considère que le niveau de ventilation est correct à partir du moment où on est compris entre 800 et 1300 ppm. On doit être toujours inférieur à 1300 ppm de CO2, bien sûr, dans un local occupé, parce que le CO2, c'est nous qui le produisons. Donc, il faut qu'il y ait le patient qui soit présent. Bon, et quand on a dit ça pour la ville, eh ben, on est un petit peu embêté parce qu'à domicile, qu'est-ce qu'on sait de la ventilation de la chambre et du local dans lequel on intervient? C'est quand même compliqué. Donc, en fait, c'est difficile de savoir exactement si on est, quand est-ce qu'on sera en bonne avec une ventilation correcte. Et donc, il faut penser à la possibilité, quand vous avez des prises en charge de pathologies respiratoires, la possibilité d'ouvrir la fenêtre. Mais bon, on a bien conscience aussi que quand on est en plein mois de décembre ou janvier et qu'on vient faire une toilette à domicile, on ne va pas nécessairement être en capacité d'ouvrir la fenêtre. Et donc, quelquefois, on sera obligé de considérer qu'on a une qualité de ventilation plutôt non conforme. Diapo suivante. Donc ensuite, quel est le pathogène? Comment évaluer le niveau de risque en fonction du pathogène? Plusieurs paramètres ont été pris en compte. D'abord, la persistance dans l'environnement du germe, sa transmissibilité et sa dangerosité, hein, et le fait que ce soit éventuellement un pathogène émergent. Pour la plupart des soins délivrés à domicile, vous aurez plutôt affaire à des pathogènes de type A, c'est-à-dire que ce qui soit bactéries ou virus, vous aurez méningocoque, pneumocoque, coqueluche, strepto, surtout tous les virus que l'on peut rencontrer chez les patients au domicile. Les pathogènes de type B, on le voit, c'est ceux qui autrefois étaient nécessitaient avaient une transmission par voie aérienne et donc nécessiter le port de masque FFP2, c'est la tuberculose, la rougeole, mais aussi la varicelle et le zona vraiment disséminé chez l'immunodéprimé, donc assez peu pris en charge par vous au niveau du domicile. Vous pouvez quand même avoir effectivement de la rougeole ou de la varicelle, des cas de rougeole ou de varicelle, plus rarement de tuberculose, mais pas plus rarement en le sachant. Et donc, les pathogènes de type C, ce sera des tuberculoses ultra-résistantes ou vraiment la peste ou des agents émergents ou inconnus. Donc, ça peut être effectivement, éventuellement, des précautions qui sont mises en place quand on a un nouveau pathogène, comme on a pu le voir initialement avec le Covid, qui est maintenant, par contre, revenu un virus de type A. Diapo suivante. Dernière évaluation de risque, c'est l'exposition. Alors, ce qu'amènent ces nouvelles recommandations, c'est aussi le fait que le patient, s'il peut porter un masque, c'est une protection supérieure et qui va limiter votre exposition. Donc, ce n'est pas toujours possible, mais chaque fois que ce sera possible, c'est effectivement pour vous une garantie de protection en plus de votre masque il peut y avoir donc un double port de masque, chose qu'on a vu proposer notamment aussi au moment du Covid. Ensuite, bien sûr, la proximité du contact, est-ce qu'on a un contact direct ou éloigné? Et puis la durée de cette exposition, qui sera avec un cut-off, une limite posée pour le contact direct ou rapproché de plus ou moins 15 minutes, alors que si vous êtes sur un contact lointain dans la pièce, plutôt de 30 minutes. Donc pour vous, au niveau des soins réalisés à domicile, en général, vous êtes plutôt en contact direct, donc ce sera souvent cette limite d'un soin de plus ou moins 15 minutes. Et puis ensuite, on a les soins générant des aérosols avec deux niveaux de risque, soit à risque élevé, soit à risque modéré. Et donc, dans les risques élevés, vous concernant vous à domicile, il y a notamment les aérosols thérapies qui peuvent être réalisés. Et par contre, à risque modéré, on va retrouver les aspirations, les procédures d'ORL avec aspiration et la ventilation non invasive.
Voilà. Et donc, en fait, les précautions et le type de précautions qui seront à appliquer, elles vont être soit des précautions simples, soit des précautions renforcées, soit maximales. D'accord? Donc, les précautions respiratoires, on ne parle plus de gouttelettes et d'air, mais de précautions simples, renforcées ou maximales. Il y a un certain nombre de paramètres qui changent par rapport à l'hospitalier, mais sur la ville et sur les soins délivrés à domicile, ce qui va essentiellement vous concerner, c'est le type de masque en fonction de précautions. Est-ce que les précautions sont... le type de masque va varier avec renforcé et maximal. Ce sera systématiquement un port de masque FFP2, donc appareil de protection respiratoire. Donc, au domicile, comme on l'a vu, donc vous voyez cette matrice qui permet d'avoir la première ligne, c'est la ventilation conforme et en dessous, c'est la ventilation non conforme. Donc, quand on a une ventilation, si on considère que potentiellement on ne peut pas ouvrir la fenêtre, on sera plutôt en ventilation non conforme. Et donc, soit le patient porte un masque, auquel cas on ne va pas avoir de limite de temps par rapport au soin qui est fait. Mais si le patient ne peut pas porter de masque et qu'il n'y a que vous, soignant, qui portez un masque médical, à ce moment-là, vous serez amené à porter un masque FFP2 dès que le contact sera supérieur à 15 minutes si vous considérez que donc, la ventilation est non conforme et que vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre. Vous n'allez pas arriver avec votre capteur de CO2 pour mesurer le CO2 pendant votre soin. Donc, le plus simple est de considérer que la ventilation est non conforme si vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre. Par contre, donc ça, pour la ventilation conforme, vous pouvez avoir un temps qui va pouvoir aller jusqu'à 30 minutes de soins. Et vous ne porterez un masque FFP2 que pour les risques importants de projection, procédures générant des aérosols, comme la mise en place d'un aérosol chez un patient. Je pense que les soins de plus de 30 minutes au domicile des patients sont des choses assez rares. D'accord? Donc là, on est vraiment pour les pathogènes de type A, qui sont quand même la grosse majorité des pathologies infectieuses que vous aurez à rencontrer en ville, comme tout ce qui est pathologie hivernale, mais aussi coqueluche, streptocoque, voilà. Toutes les précautions respiratoires pour ces pathogènes. Diapo suivante. Donc, plus rarement, mais quand même potentiellement, ça peut vous concerner, comme on le disait, notamment pour rougeole et varicelle, et quelquefois aussi pour les patients atteints de tuberculose qui rentreraient chez eux. En général, ils restent hospitalisés avant d'être, tant qu'ils restent contagieux, mais il est possible peut-être que dans certaines circonstances, vous soyez amené à les prendre. Et donc là, c'est clair, c'est le masque FFP2 systématiquement qui doit être posé. Et normalement, vous ne devez pas faire de soins trop longs ou de procédures à risque d'aérosol pour ces patients-là. Mais c'est en général pas des indications rencontrées pour ces pathologies-là, parce qu'il faudrait vraiment avoir un renforcement sur le traitement d'air tel qu'on peut le mettre en œuvre en structure sanitaire. Diapo suivante. Donc, il y a quelques mesures organisationnelles qui sont aussi dans ces nouvelles recos, comme vous pouvez potentiellement être amené à intervenir soit dans le cadre d'une HAD sur un EHPAD ou dans le cadre de vos fonctions, pouvoir intervenir dans des établissements médico-sociaux ou faire des remplacements. Voilà. Je ne sais pas quelles peuvent être vos organisations. Donc, sachez quand même qu'il y a des mesures organisationnelles qui sont rajoutées en période d'épidémie. Bien sûr, la promotion de la vaccination des professionnels de santé et des résidents sur les pathologies infectieuses qui bénéficient de cette prévention. L'encadrement des visites, tout ce qu'on a pu voir dans le cadre de l'épidémie de Covid, les jauges dans les locaux communs, éventuellement la proposition de cohorting des résidents atteints et des contacts et des résidents sains pour pouvoir maintenir quand même des activités. On a appris quand même de cette expérience Covid. Et puis donc le port du masque à usage médical qui peut être recommandé dès l'entrée dans les bâtiments.
Diapositive suivante. Je vous ai fait d'ailleurs une diapo sur la toute nouvelle, enfin toute nouvelle, de 12 novembre, c'est quand même assez récent. Et donc, il est prévu effectivement de demander, alors ça ne vous concerne pas pour les soins à domicile, c'est vraiment pour les établissements sanitaires et médico-sociaux. Mais si vous intervenez une fois de plus, vous pouvez y être soumis. Donc, il est prévu de suivre les indicateurs de passage aux urgences par Santé publique France et ceux par région et de pouvoir définir différentes zones. Soit on est sur un niveau faible, soit on va être sur un niveau modéré, puis élevé et très élevé. Et en fait, à partir de élevé et très élevé, donc les deux euh, orange et rouge plus soutenus, ils seront à ce moment-là demandés de pouvoir proposer l'obligation de port de masque dans les ES ou les ESMS par les responsables des établissements. Et c'est l'ARS qui communiquera à partir des données de Santé publique France pour dire attention, on rentre en zone de haute prévalence épidémique et donc il convient de demander un port de masque, mais ça restera une mesure qui sera proposée par les directions. Voilà, diapositive suivante. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces précautions respiratoires pour les patients que l'on sait atteignent une pathologie telle qu'on a pu le voir, il faut tout de même se prémunir par l'application des précautions standards qui comprend notamment l'hygiène respiratoire avec le port du masque qui doit être proposé dès que l'on a des signes respiratoires et bien sûr l'hygiène des mains, vous connaissez notre leitmotiv habituel et le renforcement de l'hygiène des mains en cette période hivernale est particulièrement important. Voilà, je crois, pour les précautions respiratoires. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, sur le chat, il n'y en a pas, mais peut-être qu'il peut y en avoir maintenant que la présentation se termine sur ce sujet. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'effectivement, selon la nouveauté, c'est vraiment cette qualité de ventilation et cette durée de soins qui peut vous amener sur des soins, bon, voilà, je ne sais pas, mais des soins qui dépasseraient les 15 minutes, de ne pas être suffisamment protégé par un masque médical et être obligé de pouvoir utiliser un masque de protection respiratoire type FFP2 pour la prise en charge de ces soins longs dans des locaux dont on ne domine pas, j'allais dire, la qualité de l'air intérieur. Je propose que s'il n'y a pas de questions, on puisse continuer. Oui, vous avez toujours la possibilité de les poser, puis on y répondra à la fin s'il y en avait. Donc, je vous passe la parole. Du coup, je prends la parole. Donc, rebonjour à tous. Et on va passer donc à la deuxième thématique de ce webinaire, les pics et les midlines. Et pour commencer, petit rappel de quoi on parle. Donc, pour rappel, les pics sont des cathéters veineux centraux à insertion périphérique de longue durée. Ils sont insérés donc au niveau du bras sur la veine basilique ou céphalique. Et comme on voit sur le schéma en haut, ils remontent donc jusqu'à la jonction cavo-atriale et on priorise plutôt le bras non dominant par rapport au confort du patient, puisque ce cathéter va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il est posé sous écoguidage dans un secteur où l'air est maîtrisé. Ça, c'est un point important. C'est une voie veineuse centrale. Il y en a une, deux ou trois lumières, certains avec valve intégrée, comme on voit sur cette page-là. Là, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche. Ces valves-là, c'est qu'elles sont intégrées au niveau du pic. Il en existe sans valve, donc vous voyez, l'embout n'est pas le même. Et certains sont en haute pression, donc permettent d'être utilisés dans les secteurs de radiologie pour des injections de produits pour ces examens. Ils sont indiqués pour des traitements supérieurs à 7 jours et ça peut aller jusqu'à 3 mois. Et des fois, dans la pratique, on voit même au-delà.
Et c'est des cathéters donc, veineux centraux, donc ils acceptent, ils peuvent supporter les produits irritants et vésicants. Donc ça, c'est aussi un point important dans le choix de la voie veineuse. Les midline, eux, sont des cathéters veineux périphériques profonds. Ils sont aussi insérés en veine basilique ou céphalique, pareil sur le bras non dominant. Et on voit sur le schéma du haut qu'ils vont jusqu'à au-dessus de l'extrémité distale, donc le bout est en infraaxillaire ou juste au-dessus. Hein, on voit la différence par rapport au pic. Ils sont à 1 ou 2 lumières et par contre, les produits irritants ou vésicants ne peuvent pas passer par ces cathéters puisque c'est des cathéters veineux périphériques, profonds mais périphériques. Un complément sur les midline, il y a 2 types de midline, avec ou sans prolongateur. Vous avez un schéma en haut à droite du PICC line avec prolongateur, donc il ressemble à du midline, j'ai bien dit oui, il ressemble à un PICC. Donc les midline avec prolongateur sont des midline longs et les midline sans prolongateur sont des midline courts. Certains ont des valves intégrées, alors on n'en voit pas beaucoup, c'est la photo au milieu à gauche, la photo bleue, c'est un produit, la marque Grosjean en fait, donc je ne sais pas si vous êtes amené à voir ce genre de choses, il y a une valve intégrée et d'autres n'ont pas de valve, c'est la photo qui est juste au-dessus avec les 2 lumières là où il y a marqué sans valve. Et certains permettent aussi d'avoir des injections pour les actes de radiologie. Donc là, c'est celui qui est en bas à droite sur le PICC line le midline avec prolongateur. Les midline sans prolongateur, puisque là vous avez, je ne sais pas si je vais mettre la flèche, vous avez 2 schémas. Les sans prolongateur, en fait, on a en fait, il ressemble à un cathéter périphérique court. Et avec prolongateur, donc il y a le petit prolongateur qui est joint au midline. Les midlines sans prolongateur sont à manipuler comme des cathéters périphériques courts et les midlines avec prolongateur sont à manipuler comme un PICC, donc comme une voie veineuse centrale. Donc une fois qu'on a vu ça, on va voir un petit résumé des bonnes pratiques par rapport au PICC ou au midline avec prolongateur. Donc au niveau des manipulations et changements de ligne, quand on manipule au niveau proximal, alors le proximal, c'est toujours une grande question de définir quelle est la zone proximale. En résumé, c'est la jonction au plus près du point d'insertion du cathéter. C'est la première jonction au plus près du point d'insertion de cathéter. Et là, on manipule pour le PICC et le midline avec prolongateur, avec une blouse à usage unique, un masque chirurgical pour le professionnel et le patient. À défaut, le patient, s'il ne peut pas le porter, on va lui faire tourner la tête de l'autre côté. Hygiène des mains avec pression hydroalcoolique et des gants stériles. Si on manipule des jonctions qui sont en distale, là, ça sera avec une tenue propre et toujours l'hygiène des mains. Que ce soit le long de la ligne, s'il y a des valves ou des robinets, il faut à chaque fois désinfecter avec des compresses stériles imbibées d'alcool à 70 pendant 15 secondes avant de brancher la perfusion ou la seringue. Au niveau des changements de ligne, la ligne principale est à changer tous les 4 jours. Quand on entend par la ligne principale, ça va être la ligne d'hydratation quand la perfusion est la perfusion est en continu. Les lignes secondaires, ça va être toutes les lignes où on va injecter les antibiotiques, les lipides ou autres produits. Et on va donc changer tous les jours si on a préparé ces perfusions, ces lignes secondaires, ou si on a une perfusion de lipides. Et à chaque perfusion, si on a des produits incompatibles entre eux ou si on vient de passer des produits sanguins. Au niveau des mesures pour prévenir le risque infectieux, depuis quelques années maintenant, on parle de rinçage et de rinçage pulsé. La Société française d'hygiène hospitalière a émis un avis qui est assez récent, au mois de juin 2024, en insistant sur l'importance de cet acte et en précisant les modalités. Donc, ce rinçage pulsé est à faire avant et après toute injection ou perfusion ou prélèvement sanguin. Et sinon, il est à faire tous les jours si le dispositif n'est pas utilisé ou utilisé en discontinu.
Comment? Ben, en fait, on va faire un rinçage pulsé. Ça veut dire qu'on va injecter 10 millilitres minimum de chlorure de sodium à 0,9% par 10 poussées successives. En fait, l'idée, c'est de mobiliser et d'éviter que, en gros, schématiquement, que ça s'accroche et de libérer les voies pour qu'il n'y ait pas de formation de biofilm, limiter la formation du biofilm. Et là, de coup, on prévient le risque d'infection. Attention, les seringues à utiliser sont de 10 millilitres minimum, que ce soit pour le midline avec prolongateur ou pour le peak line, parce que si on utilise des seringues de format inférieur, on a un risque de surpression et donc d'abîmer le dispositif, voire de faire des ruptures au niveau du dispositif. Ça, c'est un point important. Vous avez le schéma qui vous montre comment on fait. Alors, par rapport au rinçage pulsé, il existe des seringues pré-remplies à 10 millilitres. Et si on n'a pas, ben après, il faut préparer de façon aseptique, c'est les seringues qu'on va utiliser. La réfection du pincement, les pincements, en fait, vous avez dû voir dans votre pratique que les pics et les midlines n'ont pas de suture. Au tout début de la mise en place des pick lines, on avait encore des points de suture, mais maintenant, on n'en voit plus. Donc, on a des fixateurs. Et donc, vous avez un schéma qui vous montre les différents moyens de fixation. En général, c'est des fixations qu'on va remplacer à chaque pincement, donc une fois par semaine. Et il y a celui que j'ai mis qui est en orange, le Securicat, qui est un fixateur qui va rester en place puisque c'est une fixation par ancrage sous-cutané, c'est-à-dire qu'il va y avoir hop là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une insertion au niveau cutané, donc celui-là n'est pas à changer et il va être, lors du pincement, on va penser à bien le nettoyer aussi en plus du point d'insertion. Quand est-ce qu'on fait ces pincements? Donc 24 heures après la pause, puis tous les 7 jours de façon systématique. Et si entre ces 7 jours, on a un pincement qui est décollé ou souillé, ben on va le refaire aussi puisqu'on n'a pas ce pincement occlusif ou s'il est souillé, on va nettoyer pour éviter le risque infectieux. Et pour ce pincement, ben, comme on va agir au niveau du point d'insertion, ben, on va porter les équipements de protection individuelle, comme tout à l'heure on avait parlé de la manipulation au niveau proximal, donc qui était au plus près du point d'insertion, avec une blouse à usage unique, un masque à usage médical pour le professionnel ou pour le patient, ou alors faire tourner la tête au patient, une charlotte pour le professionnel, des gants non stériles pour le retrait du pincement, et on va mettre des gants stériles pour tout ce qui est antisepsie et mise en place du fixateur. Comment on va le faire? Donc, un peu par les grandes étapes. Ben, on va retirer le pincement, le fixateur, si c'est un fixateur qui a changé, et on va sécuriser le cathéter, et ça, on va le faire à des gants non stériles. Ensuite, on va regarder le site d'insertion, on fait notre surveillance, on contrôle la longueur externalisée du pic ou du mid parce que y a une longueur qui a été mise au moment de la pause. Si on voit que cette longueur s'est allongée, c'est que le pic ou le midline a bougé. À ce moment-là, si ça a bougé, on arrête tout et on appelle un médecin pour remettre en place ou retirer le dispositif. C'est important parce que s'il a bougé, ben on n'est pas dans la même zone, on n'est peut-être pas au niveau du cœur quand c'est un peak line et donc on n'est pas on peut pas atteindre l'objectif qu'on avait à ce type de cathéter qu'on avait mis au début. On va, avec des gants stériles, faire une détertion préalable de la zone si la peau est souillée avec de l'eau et du savon doux stérile, et une antisepsie du point d'insertion avec un antiseptique alcoolique. Donc, on a bien noté si peau souillée. Les recommandations précisent que si la peau n'est pas souillée, on peut directement passer avec une antisepsie du point d'insertion avec l'antiseptique alcoolique. Et après, on va appliquer le nouveau fixateur, pincement transparent pour rendre visible le point d'insertion. Ça, c'est un point important aussi par rapport à la surveillance, puisque le pincement tous les 7 jours, il va être fait si on a un point d'insertion visible. Et donc, pour bien le surveiller, et s'il y a le moindre signe, ben, il va falloir refaire le pincement ou rediscuter du maintien du cathéter. Attention, dans la pratique, on ne fixe pas le fixateur sur la peau avant d'avoir fixé le cathéter. On fixe le cathéter, la base du cathéter sur le fixateur et après on colle à la peau parce qu'au moins on peut mieux mesurer la distance et garder justement la longueur externalisée qui était au départ. Et bien sûr, bon, c'est un rappel, mais on aime bien le préciser, l'hygiène des mains avant le contact patient, avant la préparation du matériel et avant et après le port du gant. Donc quand j'ai enlevé mes gants non stériles, quand j'ai enlevé, je me frictionne les mains avant de remettre des gants stériles.
Alors les valves, c'est souvent les questions qu'on a fréquemment. Donc vous les avez en photo. Il y a plusieurs types de valves, il y a plusieurs marques, mais au niveau des types de valves, vous en avez trois. Vous avez des valves à flush négative, des valves à flush neutre, des valves à flush positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je déconnecte ma seringue ou ma perfusion, je n'aurai pas la même action suivant la valve. C'est-à-dire que si j'ai une valve à flush négatif, quand je vais me déconnecter, au bout du tuyau, en gros, hein, on va avoir un retour dans la tubulure, à l'intérieur de la voie veineuse, du corps. Si j'ai une valve neutre, en fait, il ne va rien se passer. Si j'ai une valve à flush positive, quand je vais me déconnecter, ça va pousser, en gros. C'est positif, donc je ne vais pas avoir de retour de sang au niveau de ma tubulure de cathéter. Dans la pratique, ça va engendrer une pratique, c'est-à-dire que quand je vais me déconnecter avec une valve à flush négative ou à flush neutre, je vais clamper le temps de la déconnexion pour éviter ce reflux dans la tubulure ou éviter qu'il y ait un reflux puisque c'est neutre. Par contre, si je veux garder l'action du flush positif, je ne vais pas clamper pour garder cette action-là. Et voilà un peu pour les types de valves. Ces valves, elles sont à placer, en fait, elles remplacent les robinets qu'on connaît depuis des années. Ce n'est pas une obligation de mettre des valves. Par contre, c'est assez intéressant quand on a une perfusion en discontinu. Comme ça, quand je vais déclamper, en fait, ma valve, il y a un petit système qui va fermer mon accès. Voilà. Elles sont à changer quand je les mise en zone proximale lors du pansement, donc une fois par semaine à minima. Et quand elles sont sur les lignes secondaires, lors du changement des lignes. Et bien sûr, on désinfecte avec des compresses stériles imbibées d'alcool à 70 à chaque manipulation. Et attention, on désinfecte bien le septum, le pas de vis, enfin toute la valve dessus et sur les côtés. Et pendant 15 secondes. Après, on vous a mis par rapport aux différents bouchons. Les bouchons lueur cloque, là, les bouchons blancs, ne sont pas à mettre sur les valves parce que vous avez, c'est un bouchon mâle, donc, et donc si je le mets, il va faire rentrer ce qui est à la limite au bord de la valve et donc je n'aurai plus, j'aurai une pression sur la valve, sauf pour les pics avec valve intégrée, qui sont des valves qui sont ouvertes en fait, en gros. Donc il faut les fermer avec ces bouchons-là. Et puis vous avez peut-être vu passer ces petits bouchons verts. Ça, c'est des capuchons désinfectants avec de l'alcool isopropylique. Les fabricants les ont fabriqués, entre guillemets, pour avoir un contact permanent avec un désinfectant au niveau de la valve. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de les mettre. C'est possible. Les études ne nous poussent pas à dire qu'il faut les mettre en systématique. Peut-être que dans quelques années, on vous dira qu'il faut les mettre en systématique. Mais pour l'instant, ce n'est pas une obligation. Alors, au niveau de la surveillance, la première chose qu'on voulait vous passer, c'est quand même que tous les jours, on va évaluer la pertinence du maintien du cathéter. Mais ça, c'est comme pour tous les cathéters, que ce soit les cathéters veineux périphériques ou les cathéters veineux centraux. La meilleure prévention pour éviter l'infection sur les cathéters, c'est de ne pas avoir de cathéter. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est pas... on a quand même besoin des cathéters, mais c'est quand même un point important. Et on va surveiller et tracer quotidiennement la graduation externalisée du cathéter pour voir s'il n'a pas bougé et s'il est toujours positionné au bon endroit. L'état général du patient, s'il a de la fièvre. L'état du site d'insertion, on voit l'aspect cutané, s'il y a des rougeurs, s'il y a un œdème. Et tous les autres incidents ou accidents qui peuvent arriver liés à des voies veineuses centrales ou périphériques profonds, les incidents thromboemboliques, mécaniques ou autres. Le patient fait partie du soin, donc quand c'est possible, éduquer le patient par rapport à ce dispositif, lui conseiller de porter des manches larges, pas de port de charge lourde, pas de bain. Les douches, bien sûr, sont autorisées, mais comme pour tous les cathéters, il faut qu'ils protègent la zone d'insertion. Par rapport au retrait du dispositif, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est que les pics c'est des voies veineuses profondes, donc ils peuvent être retirés par un médecin ou par un infirmier
à condition qu'un médecin puisse intervenir. Ça ne veut pas dire que le médecin est forcément juste à côté. Bon, quoi qu'à domicile, c'est compliqué, soit il est dans la maison, soit il n'est pas. Mais il faut qu'il y ait un médecin qui puisse intervenir. Concernant les midlines, donc c'est les médecins qui peuvent les retirer. Et au niveau infirmier, à ce jour, il n'y a rien qui précise que les infirmiers peuvent retirer les midlines. Et le Conseil de l'ordre s'est précisé en fonction de nos décrets. Le midline n'est pas un cathéter veineux périphérique au court. Ce n'est pas un cathéter veineux centraux. Donc, du coup, pour l'instant, il n'y a rien d'écrit. Donc, les choses vont peut-être évoluer, mais à ce jour, les infirmiers ne peuvent pas retirer les midlines sans présence, ne peuvent pas retirer les midlines. Voilà pour ce point. Merci Hélène, je prends la suite. Voilà, je te donc, passe la parole. beaucoup de choses vous ont été dites. Donc, pour essayer de les traduire ensuite pour la mise en application, on a élaboré quelques outils que vous devez connaître pour la plupart. Donc, sur la diapo suivante, nous avons travaillé un kit de plusieurs outils sur la réflexion du pansement PIC à domicile. Donc, l'objectif, c'était de travailler donc ça avec tout un groupe, avec notamment des HAD de la région Occitanie, où nous avons, grâce à un budget alloué par l'ARS, pu faire un travail assez complet, et notamment un film qui a été mis à disposition il y a déjà quelques mois et qui est, on le sait, déjà bien connu et bien visualisé sur notre site. Donc, la réflexion, les outils, vous avez ce film-là avec une vidéo qui reprend toutes les étapes, en fait. Ça se passe vraiment, ça a été tourné au domicile d'un patient. Donc, ce qui était intéressant et attendu des personnes qui travaillent à domicile, c'est d'avoir vraiment un support où ils puissent se projeter avec la prise en charge du patient dans sa chambre, sur son lit, voilà, avec un environnement de votre quotidien, en fait. Donc, un film voilà, tourné où vous avez toutes les étapes. Ensuite, une seconde vidéo où vous allez avoir là l'essentiel des bonnes pratiques. Donc, il reprend plusieurs éléments dont vous a parlé ma collègue Hélène là tout à l'heure. Vous voyez, il y a 9 points qui nous paraissent essentiels, qui ont été repris avec un argumentaire à chaque fois. Et sur l'autre diapo, vous avez donc un outil qui se veut plus une version pédagogique. Donc celle-ci, c'est un peu plus prendre le temps avec des questions qui sont posées. On peut faire des arrêts sur image. Et vous avez à chaque fois les bonnes réponses qui vont s'afficher. Donc ça, c'est la partie gauche vidéo avec à chaque fois aussi un argumentaire qui s'appuie sur des recommandations. Donc on a essayé aussi de vous positionner tous ces éléments de façon à pouvoir les transmettre après si vous faites un cours par exemple ou vous transmettez à des collègues. On a la possibilité aussi, via maintenant avec l'intelligence artificielle, via la digitale, on a construit un outil, un quiz en ligne, qui permet là aussi assez facilement de pouvoir directement faire participer au cours d'une mini-formation par exemple, plusieurs personnes autour de ce quiz et permettre ensuite de débattre des éléments. Donc ça, c'est nos outils les plus récents. Si on regarde la diapo suivante. Voilà, on avait aussi, alors ce sont des outils plus anciens mais qui sont toujours disponibles, hein. Donc sur la gauche, c'est un guide pédagogique qu'on a travaillé au départ avec les HAD et qui permettent de faire tout un travail autour de la prise en charge du PIC chez un patient au domicile avec une session de préévaluation, un peu comme une formation, un pré-test, un post-test, et entre les deux, on a un apport théorique et sur la pratique, on fait de la simulation sur ceux qui ont pu s'équiper d'un bras de simulation, par exemple, ce qui permet de se former, mais peut-être juste avant de prendre un patient en charge, ou alors si on n'a pas pris en charge un patient porteur de PIC depuis longtemps, mais ça permet de rafraîchir un petit peu les éléments.
Donc ça, c'est à gauche, un guide qui date de 2022. Et sur la droite, mes collègues de Montpellier avaient travaillé sur un film qui est là, s'éloigne parfois un peu du référentiel, mais c'est surtout pour vous apporter des trucs et astuces. Voilà, des petites choses que parfois, on a du mal quand on fait des ateliers pratiques, on se rend compte de quelques difficultés qu'on a voulu retranscrire à travers ce film qui vous explique aussi les éléments. On reparle du rinçage pulsé, de la manipulation des valves. Voilà un petit peu plusieurs choses dont vous a déjà parlé Hélène. Voilà, également sur les valves, nous avons travaillé plusieurs choses. Vous avez ici sur la gauche une affiche. On a essayé de retranscrire les éléments dont vous a parlé Hélène. Sur le verso, on a mis des éléments aussi sur les valves qui font le lien avec une application, un outil que vous voyez avec le QR code sur votre diapo en haut. Vous pouvez QR coder ou aller sur le lien et qui vous permettra d'avoir toutes les informations. C'est assez ludique, c'est vraiment sympa à suivre et qui vous explique, qui va un peu plus loin. Qu'est-ce qu'une valve unidirectionnelle, qu'est-ce qu'une valve bidirectionnelle, une valve anti-retour. Voilà, qui essaie un petit peu de clarifier. On a essayé de faire au mieux avec des petits schémas aussi pour reprendre les lignes de perfusion. Voilà, donc voilà, allez-y, consultez, ces outils sont disponibles, sont en ligne. Vous pouvez nous envoyer des messages si vous avez des questions par rapport à ces outils. Et je termine ce que je devais vous présenter par vous rappeler que nous, on fait des formations, quelques formations, comme vous a dit Cécile Mourlan, donc au niveau du CEPIAS. Et on pense que celle-ci peut vous intéresser sur la prévention liée à ces dispositifs intravasculaires qui posent encore beaucoup de questions. Donc, nous avons 2 sessions organisées l'année prochaine. Vous voyez les dates. Une sur Toulouse au mois d'avril et sur le 2e semestre à Montpellier. Voilà, donc vous avez par le QR code ou sur notre site toutes les informations pour pouvoir vous inscrire. C'est des formations qui ont du succès puisqu'on l'a fait de façon assez vivante et interactive, sous format d'atelier aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Ça, Cécile. Ouais, je remets mon micro. Donc, juste rapidement, hein, vous avez dû voir passer les outils régionaux que nous avons mis à disposition lors de la semaine de lutte contre l'antibiorésistance, mais qui vont rester bien sûr des outils disponibles. En fait, on est parti de nos campagnes sur la prévention de l'antibiorésistance que nous avons menées depuis 2022, puis 2023-2024. Ces campagnes, c'était le CEPIAS, mais pas seulement, aussi associé au CRATB et à l'OMEDIT, ainsi que France Asso Santé. Et les cibles de ces campagnes, c'était les médecins, les infirmiers et les usagers, quel que soit leur lieu de rencontre, aussi bien dans les établissements sanitaires que les médico-sociaux, notamment les EHPAD, et puis la ville. Et en fait, on proposait 3 quiz pour chacun des publics concernés, avec à chaque fois 5 thèmes. Et donc, diapositive suivante, à partir de ces campagnes, on a pu identifier un certain nombre de messages prioritaires. Vous voyez quand même que sur les 3 années, on a eu 12 500 quiz, donc c'est pas rien. Au niveau médecins et pharmaciens, c'était environ 3 000 personnes, des IDE 5 000, des usagers 4 000. Donc, on avait quand même un bon panel, j'allais dire, pour aller identifier les messages qui paraissaient être les moins bien connus. Et donc, à partir de ces résultats, on a pu proposer différents supports. Diapositive suivante, je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats. Mais voilà, donc on a pour la semaine, et bien sûr, ces supports, comme je vous l'ai dit, restent disponibles. On a proposé des supports à destination des professionnels qui revenaient sur les 5 thématiques identifiées, que sont les infections urinaires, les pneumopathies, la vaccination des adultes, la transmission croisée et les mesures de prévention de la transmission croisée, et puis les infections à Clostridioides difficile. Et on a aussi pu dégager un outil pour les patients sous la forme d'une vidéo capsule. Donc, pardon, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Ah, pardon, je croyais qu'on me tue. Excuse-moi.
Non, non, c'était sur la première D'accord. affiche. Sur la première affiche, vous avez à gauche les professionnels et à droite les patients. Donc là encore, cette affiche est accessible. Voilà, si vous avez dans le cadre de vos fonctions la possibilité de faire passer ces vidéos au niveau des patients, elle peut même être téléchargée sur des écrans de vos euh, salles d'attente ou CPTS ou autre, en fonction des patients qui sont avec nous. N'hésitez pas surtout à aller voir cette vidéo. Donc, les supports, tu peux passer. Donc, on en a un sur l'infection urinaire. On ne va pas détailler tout le contenu. Voilà. Mais voilà, la volonté, c'était de pouvoir résumer un petit peu tout ce qui était nouveauté, notamment en termes de durée de traitement, hein. Vous savez qu'on va les durées de traitement se raccourcissent de plus en plus aussi bien sur l'infection urinaire que sur les pneumopathies. Donc, essayer de mieux faire connaître ces recommandations et puis toutes les mesures aussi de diagnostic pour améliorer le diagnostic et la prévention. Chaque affiche résume un petit peu les nouveautés et vous avez dans un bandeau en bas du support pour aller plus loin toutes les recos si vous voulez pouvoir aller plus loin, reco national ou régional quand elles existent. Diapo suivante, du coup, une sur la vaccination des adultes, voilà, qui reprend un petit peu une approche par type de public pour aller plus vite et savoir comment s'y retrouver au milieu de toutes ces vaccinations. Diapositive suivante, c'est la transmission croisée, voilà, l'importance des mesures barrières, du port du masque notamment, et de la problématique de la transmission et du risque de transmission. Et puis l'infection à Clostridioides difficile, voilà, pas si difficile, vous voyez. Donc un peu de messages voilà, qui ont pour but de rappeler vraiment les essentiels et d'être un petit peu cash et de faire passer les bons messages rapidement. Et puis enfin, la diapositive suivante, c'est la vidéo, hein, la vidéo capsule. Donc, je vous incite à aller voir et à récupérer et à faire connaître dans le cadre de vos exercices si vous avez notamment des écrans à disposition et visibles par vos patients. Voilà, diapositive suivante, je pense que c'est à vous. Oui, en actualité, pour finir, c'était juste une diapo pour vous parler de plus en plus, on entend parler de pic-port. Vous l'avez sur la gauche, en fait, c'est l'équivalent d'un cathéter, d'une chambre à cathéter implantable, mais plutôt qu'elle soit au niveau du thorax, elle est située au niveau du bras. Voilà, donc ça reste quelque chose qui se développe, où les infirmiers anesthésistes aussi ont un positionnement important. Et c'est aujourd'hui plutôt ciblé pour des patients en oncologie, sur de l'hospitalisation, l'ambulatoire plutôt, et sur des durées assez courtes. Donc voilà, c'était pour porter à connaissance ce nouveau dispositif vasculaire. Au milieu, vous avez, on vous porte à votre connaissance un webinaire qu'on organise pour la rentrée de janvier, le 6 janvier, vous voyez l'après-midi, par rapport à un nouveau guide qui est sorti sur les déchets d'activité de soins. Donc, il est sorti au niveau un peu avant l'été et on communique donc aujourd'hui de plus en plus sur ce document-là. Alors, d'abord au niveau des établissements de santé, médico-sociaux, et donc il nous semblait important aussi, puisque ça s'adresse aussi à la ville, de vous présenter ça. Donc, ce sera le 6 janvier avec, vous voyez, des personnes experts qui pourront éclairer les éléments par rapport à ce guide et des retours d'expérience aussi. Voilà, si déjà on a un retour ou deux, voilà, on pourra communiquer par rapport à ça. Et Hélène, c'était donc, je te laisse pour le troisième point. Alors, pour information au niveau régional, un groupe de travail s'est formé par rapport à la vaccination
un peu global avec une approche One Health, One Health, une seule santé humaine, animale et environnementale, en prenant compte de ces trois environnements et en partant du principe que tout est on est tous liés, l'environnement, le monde animal et le monde humain. Donc, un premier groupe a travaillé sur la vaccination contre la grippe. Et donc, vous allez recevoir via l'ARS, mais aussi via le CEPIAS, des liens avec des carnets de jeux qui ont été élaborés au sujet donc, de la vaccination contre la grippe, destinés aux patients et destinés aussi aux professionnels de santé, avec des petites bulles d'information et des jeux genre mots mêlés, phrases à trous, enfin voilà, de faire quelque chose un peu de ludique avec des informations scientifiques, bien sûr, pour comprendre la vaccination, l'enjeu donc planétaire, l'enjeu avec cette approche One Health, les effets secondaires, enfin voilà, le principe de la vaccination, voilà, pour informer et tout en s'amusant en fait avec ces carnets de jeux. Donc ça devrait, vous allez bientôt recevoir ça. L'ARS va envoyer au CPTS par le biais des URPS, etc. Et nous aussi par rapport à nos contacts. Donc et à venir. L'année prochaine, il y aura une version en ligne de ces carnets. Là, c'est des versions manuelles, mais on va travailler sur une version en ligne pour la campagne d'avril 2026, la campagne vaccination. Et pour terminer, donc sous presse en fait, sous presse de CEPIAS, on va dire, vous allez recevoir. Alors il y avait des lettres d'info globales pour établissements de santé, les établissements médico-sociaux et soins de ville aussi. Et là, nous avons décidé cette année de faire une lettre d'info spécifique aux soins de ville. Donc nous sommes en train de la finaliser dans cette lettre d'info. Bon, ben là c'est la page de garde, hein, ça devrait bientôt arriver, où on vous donnera des nouveautés, les nouveaux outils, les liens, rappeler les formations, etc. Et l'objectif, c'est d'en faire 2 par an, si on peut, voilà ce qu'on a discuté, pour voilà, vous informer. Voilà, donc ça sera nos actualités et vous informer. Voilà ce que nous voulions vous dire au niveau des actualités. Cécile, si tu veux conclure. Voilà, mais il n'y a pas de questions. Je n'ai pas eu de questions, donc on a été particulièrement clair ou alors nous avons perdu notre auditoire, je ne sais pas. Mais on n'a pas de questions, mais tout le monde est resté. Oui, voilà. C'est bien. On espère en tout cas que ce type de webinaire vous permettre de vous informer et nous, en tout cas, nous permettre aussi de communiquer vers vous, les professionnels de ville. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, hein, le webinaire sera, ainsi que le support sera à disposition sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller le chercher et à faire connaître. Et si certains de vos collègues n'ont pas pu y assister, qu'ils puissent l'avoir en replay pour réussir à faire connaître au maximum ces supports. Voilà, mais merci beaucoup. Je vois on a quand même des bons retours et dans la zone de commentaires et des applaudissements. Donc voilà, on essaiera de reproduire avec ce format court d'1 heure de temps qui permet quand même de vous faire passer. Donc vous avez noté, le prochain, ce sera sur notamment les déchets, enfin pas notamment, ce sera sur les déchets et le nouveau guide sur la règle de tri des déchets d'activité de soins le 6 janvier. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous. Bonne fin de journée. Il y a une question. Il y a une petite question. Alors, bonjour, pour être sûr d'avoir bien compris au sujet de l'ablation des pics et des mids, un IDE peut enlever un pic qui est un CVC, mais pas un midline qui est un CVP. Non, il ne peut enlever ni l'un ni l'autre, en fait, sans recours à un médecin. C'est un petit peu le vide juridique et au niveau des compétences. C'est pour ça que à la fois la SL2H qui avait dit oui au départ, à la fois l'Ordre national infirmier ont été interrogés et interpellés là-dessus. Donc on a eu un retour de l'Ordre infirmier qui, à ce jour, dit non, pour l'instant, un infirmier ne peut pas enlever un midline. Voilà. Donc on a été obligé aussi, nous aussi, de revoir notre position en attendant qu'on ait des choses un petit peu plus
plus pragmatique, parce que ça occasionne quand même des difficultés dans le quotidien, hein, ce genre de choses. Par contre, comme s'il y a possibilité d'avoir un médecin à proximité, je pense qu'ils peuvent enlever PIC et MID. Mais il faut un recours potentiel Voilà, à un médecin, voilà, ce qui est difficile. Voilà, ce qui au domicile est quand même compliqué. tout à fait. C'est le fait En que ce service de soit un soins, cathéter. C'est le fait que ce y ait écrit cathéter veineux périphérique profond. Et c'est pas écrit dans nos décrets. Mais les choses vont évoluer puisque le risque. Voilà, oui, on le comprend plus pour un PIC où il y a éventuellement, en cas de rupture, possibilité d'avoir un risque vital rapide par rapport à la localisation, peut-être un peu moins sur le midline. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.